1, 2. C'est bon au fond? C'est pas trop fort? Ok. C'est un peu trop fort quand même. Je peux le baisser? Ça va. Merci. Ça me défonce les oreilles en fait. 1, 2. Au fond, on m'écoute? Super. Donc, bonjour tout le monde. Je suis content de venir parler pour la première fois de TypeScript. Mon premier talk en général sur TypeScript d'ailleurs. Donc, moi, je m'appelle Eduardo. J'ai aucune slide, donc, pour des raisons de temps principalement. Donc, j'aimerais adopter un format un peu plus informel dans lequel vous pouvez interrompre. Donc, vous levez la main si vous avez une question, un truc qui n'est pas clair, peu importe. Et j'essaie de répondre le plus vite possible en vous interpellant. Alors, le talk s'appelle Vue.js et TypeScript, une relation compliquée. Donc l'idée, ça va être de vous montrer un peu quels ont été les problèmes qui existent et qui existent encore avec Vue.js et TypeScript, voir un peu ce qu'on a appris de ça, donc en passant sur les types et le code source de Vue.js, et voir quelle est la nouvelle API qui existe pour Vue, et pourquoi ça résout les problèmes qui existaient aujourd'hui en TypeScript. Donc pour vous donner un peu de contexte, je m'appelle Eduardo Saint-Martin-Morotte, je suis freelance front-end, je fais partie de la core team, donc c'est pour ça que je viens parler de Vue.js aujourd'hui. Et vous pouvez me trouver avec le nom Posva sur Twitter ou GitHub, peu importe. Donc, est-ce qu'il y a un autre truc? Oui, un peu plus de contexte. Donc, Vue.js originalement n'est pas écrit en TypeScript, c'est écrit en Flow. Si vous connaissez pas, pardon, c'est un autre langage typé statiquement qui ressemble à JS en fait, qui est basé sur JS et qui transpire vers du JS. Et ça nous a posé pas mal de problèmes. Il est moins populaire que TypeScript aujourd'hui. Et aujourd'hui, on passe plutôt vers du TypeScript. Donc la code base de Vue.js et aujourd'hui, la nouvelle version est écrite en TypeScript directement. Donc l'idée, c'est bien sûr de donner accès à une meilleure API à TypeScript, mais aussi de profiter des typages, et surtout pour une librairie qui commence à être assez grosse comme Vue.js, de pouvoir profiter d'avoir des tests directement liés au type. Alors, aujourd'hui, Vue.js, l'API, donc déjà pour savoir qui a fait un peu de Vue.js, juste un peu. Ok, donc pour tous les autres, c'est pas de problème parce que je vais passer sur les bases, en fait, ce qu'on a besoin de comprendre pour vous présenter les problèmes qui existent en typage pour Vue.js. Donc Vue.js, bien sûr, ce qu'on va parler, c'est les composants, tout le reste, on s'en fout un petit peu, parce que c'est là qu'on va retrouver le plus gros problème de typage. Et ce qui est important à savoir sur Vue.js, c'est que les composants sont des objets. Et quand je dis des objets, on parle de plain old JavaScript object, donc c'est des objets avec des accolades, des choses à l'intérieur. Ce n'est pas des new quelque chose ou des fonctions qui créent quelque chose comme un proxy ou autre. Donc, si on veut voir un exemple, alors si je vais ici, un petit peu plus gros. Est-ce qu'on voit au fond ou pas? Non. Ok. Que je peux donner ça, s'il te plaît. Même devant, c'est pas facile. Ouais. Mieux. J'enlève ça du coup, sinon on n'a pas de place. Ok. Donc, de base, les composants et l'instance vue, comme on l'appelle, mais ça n'a pas trop d'importance, vont être créés avec cet objet que vous retrouvez ici. Donc cet objet, c'est ce qu'on appelle un descripteur de composants. Et à l'intérieur, on va retrouver des props, des méthodes, des compute, des data. On peut avoir aussi des inject via des inject provide. Peu importe. Principalement, ce qui m'intéresse ici, c'est vous montrer qu'il y a des propriétés qui sont liées à un composant, à une instance. Et ces propriétés, on a envie de pouvoir les accéder via this. Donc ici, par exemple, on a un objet data. On a isActive, amount et name, que j'ai initialisé avec des valeurs. Et TypeScript est censé pouvoir inférer le type à partir de ça. Et derrière, on va utiliser this pour référencer ces propriétés. Et on va pouvoir avoir le bon type. Alors, sachant que, par exemple, ici, si on aurait fait un objet normal en TypeScript, enfin en JS tout simplement, la fonction ici aurait référencé, enfin le this, le contexte de la fonction times2 aurait référencé à l'objet méthode. C'est comme ça que marche le JS. Du coup, ici, on voit bien qu'il y a un override fait par TypeScript pour pouvoir récupérer ces typings qui proviennent de data. Et c'est la même chose pour les prods, pour les autres méthodes et les compute properties. Donc après, on récupère l'instance et c'est la même chose que faire du this.name. On a les bons typages au niveau des propriétés. Est-ce que ça va pour les personnes qui n'ont pas fait de Vue.js au niveau de l'API de base d'un composant? Cool. Donc,
donc comme je vous dis, la problématique qu'on a, c'est inférer ces typages au niveau de 10. Donc pour pouvoir combiner toutes ces propriétés, donc il y en a 5, mais peu importe, non, ça importe parce que plus il y en a, plus ça devient compliqué de maintenir les typages avec des génériques. Mais vous imaginez bien que pour pouvoir gérer ces propriétés qui existent, il y a des génériques qui interviennent. Donc ça veut dire qu'on aurait une générique pour chacune de ces propriétés existantes. Alors il y a data, il y a les props, il y a compute, il y a method et il y a inject provide, laquelle on ne va pas souvent utiliser. Mais dans des composants, très généralement, très souvent, on va utiliser les autres 4. C'est très souvent qu'on va utiliser les 4 ou les 3 ou 3 d'entre elles. Donc c'est des choses c'est des propriétés qui sont très importantes pour le typage de composants. Alors, donc, bien sûr, quand on fait ça, c'est un new view, mais si on fait un composant, on va plutôt mettre ça déjà dans un autre fichier, et on va plutôt faire l'objet ici, et on va la laisser vue l'instancée. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on ne va jamais écrire un composant comme ça. Les composants, ça va être simplement l'objet qui est à l'intérieur de l'appel de la fonction new view. Donc en fait, ça va ressembler... Alors ici, ça va ressembler plutôt à ça. Donc j'ai mes components dans lesquels je vais pouvoir déclarer avec un nom, je vais dire bouton, et ici j'ai l'objet en question. Donc cet objet est à peu près le même que celui qu'on passe à NewView. Les seules différences, c'est que data doit être une fonction pour pouvoir créer une nouvelle instance du state pour chacune des instances des composants. Mais à part ça, pas grand-chose. Et dès qu'on fait ça, on va remarquer qu'il y a quelques problèmes. Notamment ici, texte, ça ne le connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable d'inférer les types comme ça. Alors bien sûr, c'est normal, on ne va jamais écrire des composants comme ça. Enfin, rarement, encore moins en TypeScript sur un vrai projet. Du coup, quelle est la vraie façon de faire? Donc pour pouvoir... alors, je saute un petit peu, je vais un peu vite ici, mais on a une props. Et ça, c'est une syntaxe propre à vue, donc il n'y a pas de TypeScript ici, c'est vraiment du JS. Vous voyez que le string ici, c'est le constructeur et non pas le type string avec une minuscule S. Peu importe, ici on a plusieurs types, etc. Donc il n'y a pas de pipe pour dire ça ou ça. Le problème, c'est que le this qui est ici ne connaît pas le type de texte. Donc pour résoudre ça, ce qu'on va plutôt faire, c'est des view extend. Alors view extend, du coup, c'est le comportement de base de vue, c'est le out of the box pour le typage de TypeScript. Et on va voir que ça a des limitations. Et après, on va rentrer un peu dans le code source pour faire ça, et je vais vous montrer pourquoi ces limitations existent et quelles problématiques on fait face aujourd'hui pour maintenir ces typages. Donc ici, la différence, c'est qu'on va faire view extend avec l'objet en question, donc c'est le même objet qu'on avait tout à l'heure. Et ici, on a une fonction data qui retourne du coup les tailles actives, des props, on a text, donc on va pouvoir qu'il y a différents types de props. On a une qui a un type et qui en plus est required, donc ça veut dire qu'on est, en termes de type, ça voudrait dire qu'on a toujours la valeur, on n'a pas de undefined qui est possible. Color, du coup, est une string, mais comme elle n'est pas required, elle pourrait être undefined. Et après, on a une multiple types qui est optionnelle et en plus peut être plusieurs types. Donc derrière, ce qu'on a ici, j'ai une méthode tout simplement pour vous montrer que le type marche ou marche pas. Hein. C'est juste pour ça. Et à l'intérieur, on voit bien que isActive, ça marche bien. Le texte, on l'a. Couleur, ça marche. Et multiple type, TypeScript arrive à inférer correctement que si ce n'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est le fait de couleur, ça peut être undefined. On n'a pas une erreur ici, alors on pourrait avoir des problèmes. Et pareil pour multiple types. On pourrait avoir un undefined, donc ici dans le else, on aurait dû avoir ce cas-là, il aurait dû dire ici, attention, multiple types peut être undefined. Donc ça, c'est un des problèmes des composants avec view extend. Alors, je suis monté un peu trop loin. D'ailleurs, j'ai sauté un truc. C'est compliqué de faire avec l'iPhone. Si on regarde un peu au niveau des types. Donc, déjà, quand vous regardez à l'intérieur du 10, hop, vous allez voir ce combine view instance qui contient vue, un objet qui ressemble à data, un objet qui ressemble aux méthodes, et ici, unknown, je ne sais même plus ce que c'était. Et finalement, on retrouve les props, qui d'ailleurs sont en read-only, donc on ne peut pas les modifier. C'est un comportement assez classique en composant. Donc ça fait 4 génériques. Attends, 1, 2, 3, 4, oui. 4 génériques. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir ces types qui vont être mergés. Et si on va regarder un peu dans le code source,
c'est là où ça va être un peu plus intéressant. Hop. Bon, plus intéressant ou plus bordélique, parce que aussi. Yes. Alors, bon, déjà, le fait qu'il y a tous les overrides des différentes possibilités, ça va nous complexifier les types. Et c'est là qu'on va rencontrer un des premiers problèmes qu'on trouve avec ces magies en fait, qu'on a dans Vue.js, du disque qui est automatiquement créé. C'est que pour gérer les types correctement, bah, il faut qu'on se trimballe les génériques de tous les endroits où on peut retrouver des propriétés qui sont accessibles via this. Donc ça fait une générique par chacune de ces propriétés et il faut la trimballer partout. Donc ça veut dire que, bon là je vous montre, ce fichier fait combien de lignes? Il fait 130. C'est le fichier de vue, mais il y en a, et c'est pas le seul. Hein. Il y a les options ici, dans lesquelles on va retrouver un peu plus de choses. Celui-là il est plus long, il fait 200. Et je crois que vous voyez un peu déjà le problème. Si jamais vous avez envie de corriger un bug ou quelque chose sur ce fichier, vous allez mettre un petit peu de temps en moins à voir déjà quels sont les différents génériques qui sont passés, les conventions de nommage sur les génériques. Donc, alors, je ne sais plus si on les utilise ici, mais au lieu d'écrire juste un T pour une générique, on va peut-être écrire data ou D pour M pour méthode, etc. Et on va pouvoir voir plus de choses. Il y a pas mal de petits trucs qui vont venir se rajouter. Pourquoi? En Vue.js, une des valeurs, c'est pouvoir, c'est rendre facile et accessible, c'est rendre accessible le développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup de façons de commencer, de faire des choses sans avoir aucun tooling. On est assez permissif. Donc on peut avoir pas de data, on peut avoir pas de méthode, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des options, il va falloir gérer, enfin au niveau des options, au niveau des typages, il va falloir gérer ces cas-là et au merging de les faire correctement. Au niveau de Vue, ça va, il n'y a pas de ternaire. Au niveau de Vuex, il n'y a même pas de ternaire parce que ce n'est pas géré. Mais on verra ça plus tard, ça devient encore plus compliqué. Alors, si on jette un coup d'œil ici, on va voir que dans les extends, il y a plusieurs versions avec différents nombres de ces génériques et des fois des valeurs par défaut qui sont proposées. Donc tout ça, c'est pour pouvoir avoir différents types de composants, hein, parce qu'on a les composants fonctionnels, les composants classiques, et je ne pense pas que les composants asynchrones soient gérés ici. Ouais, c'est ça. Et on va voir un petit truc qui va réapparaître assez souvent, si on relit le code source, c'est ce This type component options with array props. Et ici, il y a le with record props. Donc, c'est les deux versions qu'on peut créer les props, comme je vous disais. Donc, ça veut dire quoi? Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'à chaque fois qu'on a envie de gérer cette API nouvelle, il va falloir redupliquer le type, regérer les génériques pour chacun de ces types. Alors, je vous saute un peu la douleur de lire tout ce type, mais vous voyez un peu que les génériques imbriqués, bon, ça commence à être un peu plus compliqué à lire. Donc c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui sur Vue, c'est pour pouvoir gérer tous ces génériques et l'inférence de type de façon automatique, ce qui est quand même l'intérêt de faire du Vue.js. Le code devient vite immaintenable. Donc quelle est une des solutions qu'on peut apporter à ce problème? C'est les classes. Donc en effet, une classe supporte beaucoup mieux les types directement out of the box. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe des packages à côté sur Vue.js pour gérer ça plus correctement. Donc, alors, c'est sur ça que je vais revenir. Alors j'ai le lien d'ailleurs, ça ne me sert à rien de copier-coller le code qu'ils ont déjà à l'endroit. Ah oui, pas internet. Est-ce que je peux avoir le Wi-Fi rapidement? C'est juste friction? Ouais, F majuscule. Ça devrait être bon. Hop. Ok. Donc, il y a aussi un autre problème que j'ai passé par-dessus. Mais pour un utilisateur de TypeScript, le fait de passer par des objets, c'est pas forcément le plus naturel. Il y a des outils beaucoup plus adaptés. Les décorateurs, les classes vont généralement apporter un sucre syntaxique qui est apprécié. Et notamment vont rendre le code à écrire beaucoup plus court. Donc, nous, ce qu'on donne déjà de base, c'est un package qui s'appelle Vue Class Components,
qui va permettre de gérer ça un peu mieux. C'est pas parfait, mais c'est un peu mieux. Donc, principalement, les choses qui vont être faites par ce package, c'est ici. C'est les méthodes, on peut les ajouter directement, ce qui a plus de sens. Donc, ça veut dire qu'au lieu de faire un objet, hop, on va avoir une classe. Et dans cette classe, on va pouvoir créer les méthodes directement, comme si c'était une méthode de classe. Les data, on va pouvoir les créer directement, comme si c'était une propriété de la classe. Et après, on a les lifecycle hooks et les concepts des compute properties avec des getters. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait de vue, les compute properties, c'est des propriétés qui sont toujours à jour par rapport à leur dépendance. Donc ici, par exemple, on fait computed plus le message. Si le message change, la computed message va s'adapter au même temps. Elle sera toujours à jour. C'est juste ça. Et on a ça grâce au décorateur component qui se trouve ici, dans lequel il faut passer un objet pour props et pour toute autre option qui ne soit pas définie dans le cadre des méthodes, des data initiales et des computed. Donc par exemple, si vous avez des composants à déclarer localement, il faut le faire ici. Donc ça fait quoi? Ça fait une API un peu hybride. Donc c'est toujours pas optimal en termes d'API pour un utilisateur TypeScript, mais ça nous avance un petit peu. Alors quel est le problème avec ces API? Le problème, c'est que les décorateurs, aujourd'hui, n'existent qu'en TypeScript. En JS, c'est encore en stage 2, donc c'est pas sûr que ça arrive à un état stable, et c'est pas sûr que ça soit implémenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous, jamais on se base sur les décorateurs pour faire... Alors je sais qu'en Angular, il y a beaucoup de décorateurs, mais Angular est beaucoup plus autour de TypeScript, donc finalement... moi, je trouve que faire de l'Angular sans TypeScript, c'est dommage. Tu perds vraiment beaucoup de ce que tu gagnes avec Angular. Donc, si jamais les décorateurs n'arrivent pas à un stage 3, ça veut dire qu'on est en train de promouvoir une API qui ne serait pas utilisable en JS. Or, ça va en contre des valeurs de JS qui est de rendre le framework accessible. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est un peu compliqué de se baser sur ça. Et c'est pour ça que c'est sur un package à côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré ça, on a quand même essayé de faire une API pour les classes. Donc, ça donne quoi? Ça donne une RFC. Donc, RFC, c'est Request for Comments. C'est l'idée de pouvoir proposer à la communauté un changement et d'accepter des commentaires pour pouvoir faire un cycle de feedback et améliorer tout ce qu'on veut. Donc, nous, ce qu'on a, hop, on va le retrouver. Il est où? Voilà. No. Donc l'idée, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir avec le décorateur de component, mais sans le décorateur. Donc on enlève cette partie hybride, malgré le fait qu'il manque quand même les composants ici, c'est un exemple simplifié. Hein. Mais on va pouvoir avoir des décorateurs avec les props, donc si par exemple je descends un petit peu plus loin. Alors, il y a des petits problèmes entre il faut déclarer les types d'une certaine façon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie décorateur. Voilà. Donc on pourrait avoir un décorateur dans lequel on aurait, on met une prop comme ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir fournir un comportement, une API propre à TypeScript, on fait plus naturel pour les utilisateurs de TypeScript, out of the box. Sauf que, je reviens sur mon point d'avant, c'est le problème de si jamais ça n'arrive pas à un truc stable, on est coincé. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette API? Cette API avait pour objectif uniquement d'améliorer l'API TypeScript, de rendre l'intégration plus naturelle. Or, au même temps, il y a une autre proposition qui est arrivée, qui est alors elle a passé par beaucoup de noms, mais notamment, aujourd'hui, elle s'appelle View Composition API. C'est une autre API qui a pour but de faciliter la composition de fonctionnalités au terme de composants. Donc, je vais revenir sur ça. Mais il se trouve que, par rapport à sa nature, donc par rapport à l'API en soi, et c'est un des points dont je veux parler le plus, elle va marcher en TypeScript directement sans aucun travail supplémentaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette nouvelle API qui est ressortie, qui est une API supplémentaire, plus avancée, elle va permettre automatiquement d'avoir des typings. Donc, en fait, elle supersede cette API de classe, et finalement, l'API de classe a été droppée. Enfin, la RFC a été droppée, il n'y a pas d'intention d'implémenter cette API de classe dans le futur, pour plusieurs raisons. Donc, la première, celle que je viens d'annoncer. Mais il y a aussi des raisons de performance. Donc, les classes vont bien sûr rajouter une couche
un coût en fait quand on instancie des objets, alors que faire des objets tels quels, on ne va pas retrouver ce coût supplémentaire. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Donc, je vais revenir sur cette API plus tard, mais avant de ça, je vais vous parler un peu des autres parties. Donc, par exemple, il y a Vuex. Vuex, c'est le Redux de Vue, si vous voulez. Ça ressemble plus à Mobix, si vous avez fait du Mobix en React. Et en gros, c'est un store. C'est un store pour votre application. Alors, quel est le problème de Vuex? Le problème de Vuex, c'est ignoble en termes de typing. C'est extrêmement dur de typer. Pourquoi? Parce que le but du store, c'est d'avoir quelque chose que vous pouvez scaler sur vos applications. Donc ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle nous en Vue des modules. Donc, je vais vous montrer très rapidement ce que c'est. En Vuex, on va pouvoir définir des sous-stores pour pouvoir diviser la logique de notre application. Et en fait, chaque sous-store va s'intégrer dans le store. Donc déjà, on va rajouter la notion de récursivité. Alors dans les types, déjà, ça commence à être un peu plus chaud. Si on rajoute les génériques aussi à côté, vous allez comprendre tout à l'heure. Et il faut savoir, donc, il y a trois notions principales. Il y a les mutations, le state et les actions. Donc le state, c'est votre état. Donc ça va être un objet en JS avec le amount, etc., comme on a vu tout à l'heure. Les mutations, c'est des fonctions qui vont aller muter, donc transformer cet état, faire des modifications, etc. Et les actions, elles vont pouvoir faire des mutations pour faire des manipulations asynchrones. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est aussi une façon de faire, une méthodologie qui est un peu verbeuse, mais qui permet de gérer bien où on a tout. Donc, là où on a la complexité, c'est au niveau des modules. Les modules, donc je disais, c'est vraiment un sous-store. Donc, ces trois concepts qu'on vient de voir, on le met dans un module, et le module, on le met soit dans un module, soit dans un store. C'est pour ça que je parlais de récursivité, en termes de type, bien sûr. Alors, pourquoi c'est un problème? C'est un problème parce que si je fais du Vuex normal, sans module, donc ça c'est l'exemple bidon d'un store, quand vous avez une vraie application, ça ne ressemble jamais à ça. Et donc en fait, on va jamais voir les problèmes sur ça. Mais c'est pour vous montrer que ça marche sur un cas simple. Donc on a ici un state, on a ici des mutations, le state est bien inféré, donc on a bien le n qui est un nombre, c'est super. On fait des actions, on fait des commits, sauf que, bon, les commits, donc on passe une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères, bon, peu importe si c'est une mutation qui existe ou pas. Le add ici, il existe, il est là, mais ici, cette chaîne de caractères n'existe pas. Donc peu importe, il n'y a pas de vérification. Pourquoi? Parce que pour permettre des patterns plus avancés, comme l'ajout de modules dynamiques, enfin l'ajout dynamique de modules plutôt, on ne peut pas dire, on peut accepter que ce type de mutation. Parce qu'on ne sait pas à la compilation quelles sont les mutations possibles qui existent. Par contre, on a bien accès à tout ce qui a été défini ici. Alors, pourquoi ça? Parce que si on fait des applications un peu plus grandes et des parties du store qui peuvent contenir une grosse partie de la logique métier de votre application n'est utilisée que sur un sous-ensemble des pages, on n'a pas envie de charger la totalité de cette logique métier lorsque vous chargez la page. Donc c'est là l'utilité. Donc, alors que c'est possible, hein, quand je vous dis ça, je vous dis ça parce que le fait de pouvoir mettre la mutation, c'est possible. Vous mettez un key off sur la partie mutation de votre option ici, donc avec des génériques, c'est assez facile à gérer. Et on pourrait avoir l'autocomplétion ici, de la même façon que vous avez l'autocomplétion quand vous faites des add-event listeners, par exemple, sur un élément, vous avez l'autocomplétion sur le clic, etc. Tout ça, on peut le typer. Le problème vient, donc, dès qu'on fait un module, non seulement il y a le problème des modules dynamiques, mais vous allez voir qu'on ne gère pas les typages des modules sur Vuex. Et ça va rejoindre le point d'avant. Mais pour vous montrer, ce que je veux vous dire ici, c'est ici j'ai un store, et au lieu de mettre directement le state de mutation à la racine, j'ai une propriété module. Donc j'ai mis un module qui s'appelle A, et dedans j'ai un state avec N0, et j'ai une mutation, et le state ici est bien reconnu. Ah bah non, même pas. Et c'est bizarre ça, parce que du coup c'est pas plein. J'ai dû mettre un TypeScript un peu trop, une config un peu trop permissive. Bon, on aurait pu faire le typing ici, ça aurait pas été très compliqué. Et derrière, on a le même problème ici. Par contre,
Si je reviens à mutation, donc celle-ci est en dehors du module, c'est une mutation globale, elle n'est pas liée au module. Il faut savoir que le state, donc c'est un arbre, c'est l'arbre de l'état. On va retrouver dans la pratique la clé du module et à l'intérieur l'état du module. Donc on aurait ici, je n'ai pas déclaré de state, mais on aurait un state avec une propriété A qui contient n0. Est-ce que ça a du sens? Cela dit, ici le problème qu'on a c'est ah bah tiens state je connais pas, c'est même pas, il se plaint même pas sur le fait de A, c'est directement sur state qui n'est pas connu. Pourquoi? Parce que j'ai pas déclaré de state ici. Donc si je le remets, je vais retrouver que l'erreur se passe sur A. A n'existe pas sur le state parce qu'en effet c'est un objet vide. Alors qu'en fait ce code il marche, hein, l'état existe bien. Donc c'est possible de gérer ça, oui. Sauf que si on regarde un peu les typages au niveau du store, on va voir qu'ils sont assez simples. On va voir qu'il y a un seul générique, c'est le S qui représente le state. Donc en fait tout est basé au niveau du state. Il n'y a rien qui est basé au niveau des modules. Et pourquoi? Parce que c'est le même problème qu'on a tout à l'heure. Sauf que c'est encore pire. Il y a tous les overrides des différentes fonctions qu'on peut faire sur les dispatchs. Il y a tous les différents cas qu'il faut gérer. Donc quand une action retourne une promesse, quand une action ne retourne pas une promesse. Et en plus, il y a la récursivité. Donc j'ai un exemple de ce que ça aurait pu donner, enfin sur un truc bien limité parce que c'est quand même, ça devient très lisible. Ce que ça aurait pu donner sur des types, si c'était typé. Donc j'ai extrait un morceau, c'était un vrai expériment, hein, ce truc qui marchait jusqu'à un certain point. Mais l'idée c'est de pouvoir faire, on voulait pouvoir avoir cette API, donc dire store, point, le module 1, je fais un point dispatch, donc c'est la façon de faire des actions, de déclencher des actions. Et après je passe l'action. Ici, remarquez, ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est une fonction. Et la raison pour ça, c'est parce que pour gérer des actions et des mutations qui sont imbriquées en Vuex, on met des slash entre les noms. Donc vous imaginez bien que le typing pour ça, c'est pas possible. Simplement, c'est directement pas possible. Si vous voulez manipuler des chaînes de caractères, c'est plus possible. Donc c'est pour ça qu'on passe directement à la fonction en question. Et on pouvait avoir aussi l'inférence sur les arguments. Donc il va bien détecter qu'il y a un argument qui manque, ou c'est pas le bon type, etc. Et si on veut aller chercher des modules imbriqués, on pourrait faire module A, point, module imbriqué, point dispatch. Donc derrière, le type, un des types, donc ça serait au niveau du store, ressemble à ça. Donc on va supposer qu'on a un arbre de modules. Donc c'est simplement la clé, donc le nom du module et un module. Et le module, ça va être ça va être soit un state optionnel et des modules. Donc on refait les modules. Donc c'est là où il y a la récursivité qui intervient. Derrière, ce qu'on va avoir ici, c'est je prends chacun des modules et je vais permettre l'appel d'une fonction dispatch sur ce module. Donc en fait, ce que je fais ici, c'est que je permets l'écriture de store.modula.dispatch. Et ce dispatch, donc c'est une fonction, bien sûr ici le type je l'ai enlevé pour des raisons de simplification. Donc vous voyez ici qu'il y a plusieurs imbrications de générique, mais ça serait une action. Il faut extraire l'état du module tree, ensuite sortir, alors c'était le state tree du module tree, il y avait le state du module tree, et il faut aussi sortir les modules. Pourquoi? Parce que chaque module a accès au root, en fait, au state root, mais il faut qu'il soit localisé sur son state. Et derrière, on a l'action dans laquelle il faut dire, je veux savoir quel est le type de mon action, donc pour pouvoir l'inférer et avoir l'autocomplétion sur le typage correct sur l'appel de dispatch. Donc ici, c'est action return type, c'était, je ne sais pas si je l'ai écrit en dessous, c'était un simple infer, je crois, enfin un simple. Ça reste des trucs qu'on n'utilise pas très souvent quand tu fais des applications, mais c'est des infers sur le return type. En plus, ça gère le cas de est-ce qu'on a retourné une promesse et du coup on retourne la promesse telle quelle, ou est-ce qu'on retourne une valeur autre chose et on retourne une promesse de la valeur. Donc ça fait des ternaries avec des infers et une ternary à côté aussi. Parce que c'était... Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si jamais ça vous intéresse, je ne sais même plus dans quelle version c'était rajouté. Extends, infer, 2.8, sûrement. Alors c'était les types conditionnels, et après on avait le infer. Donc c'était un peu ça. En gros, est-ce que mon type c'est une promesse? Du coup, je vais retourner le type tel quel, sinon je retourne la promesse. Mais il fallait aussi l'inférer. Alors il n'y a pas d'exemple d'inférer. Et ça sort un peu. Mais tout ça pour vous dire que ici on se trimballe du coup l'arbre de mutation.
Et vous remarquez que je n'ai même pas touché aux actions ni aux mutations. Alors j'ai dit l'arbre de mutation, pardon. L'arbre de module. Et je ne trimballe même pas les mutations ni les actions parce que ça devient de plus en plus compliqué. Et l'idée, c'est ici d'enlever carrément cette abstraction, donc en passant directement à la fonction et non pas une chaîne de caractères. Parce que sinon, ça devient vite de bordel parce que pour pouvoir faire référence à ces actions, il faut passer l'objet et faire des key-off à chaque fois. Donc vous imaginez un peu le bordel si jamais on veut le faire. Au niveau des types, ça veut dire que ici, hop, là où j'ai juste un state, il faudrait que j'ai aussi les mutations, il faudrait aussi que j'ai le module tree pour pouvoir gérer, dire j'extrais le state du module tree et à chaque fois faire des appels récursifs. Et pour finir, j'ai passé par-dessus, mais comme c'est récursif, il faut le refaire soi-même pour pouvoir... Donc ça, c'est le même type qui est ici avec Nestor, sauf qu'en fait, on va l'appliquer avec le sous-arbre des modules. Donc moi, personnellement, je trouve ça compliqué comme type. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qui trouve ça compliqué comme type, TypeScript? Okay. Parce que je ne suis pas non plus super expérimenté en TypeScript. J'en fais depuis 1 an et demi maintenant. Mais quand j'écris sur deux choses et je reviens dessus, j'ai un peu de mal. Donc vous imaginez que pour gérer une code base sur... qui est censé... En plus, c'est marrant parce que l'idée de Vue.js est censée simplifier le développement aux développeurs, mais par contre, on se complexifie énormément la vie en tant que maintainer. Donc, à voir le coût de tout ça. Donc, tout ça pour dire, si jamais vous faites du Vuex, et vous allez retrouver des librairies à côté qui existent. Donc, je ne vais pas te passer sur les librairies, mais notamment, il y a une personne de la core team qui s'appelle Katashin, qui fait beaucoup de typing, et il a fait ces deux modules, donc, enfin, deux modules. Un module Vuex Smart Module, et Sinai qui est carrément un remplacement pour le store. Pourquoi je parle de Vuex? Parce que les problèmes qu'on a sont tous les deux liés au fait d'avoir des objets et le fait d'avoir à inférer tous ces types qui se retrouvent éparpillés un peu à l'intérieur d'un Pojo et de les repasser sur le 10. Donc les solutions qu'on a aujourd'hui, ce serait de faire des classes, mais la solution dont je vais vous parler, c'est l'API de composition. Alors l'API de composition, qui a entendu parler de l'API de composition de Vue.js? Ok. Donc ça a été un peu objet de drame dans la communauté, parce qu'il y a eu... Les gens pensaient que ça remplaçait l'API de Vue.js, et elle est complètement différente. Donc vous allez voir, ça ne ressemble pas du tout à faire des objets, ça ressemble à des hooks en React. Qui connaît les hooks en React? Ok, cool. Ça ressemble à ça. Avec des différences parce que c'est pas React, c'est Vue. Mais la façon d'organiser le code, la façon de composer ses features, c'est la même. Et ça résout d'ailleurs ce problème. Je suis à combien de temps d'ailleurs? 30 minutes. Ok, je finis sur ça. Donc au niveau de l'API de composition, ça a tellement de drame qu'on est passé carrément sur une page web maintenant. Hop. Donc Vue Composition API. Donc si vous cherchez sur Google, vous allez tomber direct. Hein, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble un peu pour vous montrer pourquoi c'est très différent et en quoi ça résout les problèmes. L'idée, c'est d'avoir cette fonction setup dans laquelle on va pouvoir appeler des fonctions qui nous redonnent de l'état ou des compute parties. Donc ces fonctions, on va les récupérer de Vue et on va pouvoir du coup retourner dans cette fonction setup les choses dont on a besoin de notre composant. Donc les méthodes, l'état, les compute, les watchers, tout ça, ça va être retourné ici. Enfin les watchers, on ne les retourne pas parce que c'est des effets de bord. Mais tout ce qui est retourné ici, on a accès directement dans le template. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne met plus de méthode, on ne met plus de compute, on ne met plus de rien dans les objets. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que là, c'est des fonctions, donc les types sont simplement inférés. Il n'y a rien d'autre à... Enfin, c'est naturel. Il n'y a aucun hack à faire. Au niveau du code qu'on écrit, nous, dans Vue.js, c'est la même chose que d'écrire du code normal dans lequel on met du TypeScript. Sur des exemples, donc, les choses sur lesquelles je vais parler. Pourquoi c'est intéressant de parler de cette API? Bon, de 1, parce que ça résout des problèmes de type, mais de 2, hop, le problème principal qu'on essaie d'aborder avec cette API,
c'est de regrouper le code par feature et non pas par méthode ou data ou props. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir faire des use quelque chose, comme en React, qui vont nous retourner l'état, les méthodes qu'on va utiliser, et on va les rebalancer derrière dans le return du setup. Un peu dit rapidement comme ça. Donc, ici, les couleurs vont représenter différentes features. Et si je ne me trompe pas, alors, alors, ça, c'est un objet classique. Donc, et chaque couleur représente une feature différente. Si derrière, on le regroupe par feature, ça nous donne ça. Donc ça veut dire que toutes les features se retrouvent à un même endroit. Donc si jamais vous voulez travailler sur une feature d'un composant que quelqu'un d'autre a développé, vous êtes sûr que vous allez devoir travailler déjà sur le bloc qui vous intéresse. Et derrière, vous avez besoin sûrement d'utiliser ce qui a été retourné dans le setup, peut-être, dans le template. Mais vous allez facilement retrouver ce que vous voulez. Alors, je n'aurai pas le temps de passer du coup sur le code, mais vous avez un exemple pratique de composant qui était transformé de l'API ancienne vers l'API nouvelle, pour vous donner une idée. Bien sûr, c'est une API qui change complètement la façon de penser à son code, ou au développement du composant, et elle n'est pas censée remplacer l'API existante de Vue.js. Elle est censée être là pour apporter une façon de faire plus avancée qui résout les problèmes d'une part de typing et de composabilité. Alors, pour fermer, je voulais parler d'un petit peu plus de trucs comme l'IDE, le support dans l'IDE et l'autocomplétion dans l'IDE. Mais grosso modo, en Vue, on a une extension sur VS Code qui s'appelle Vecture. Et ça nous donne accès à l'autocomplétion au niveau du template. Donc par exemple ici, je sais que je vais pouvoir utiliser counter et increment qui sont déclarés en dessous, donc en tant que méthode et en tant que data. Donc tout ça, c'est pas pareil parce que c'est fait au niveau de Vecture. Enfin, il y a une partie en TypeScript, bien sûr, qui est gérée, donc c'est l'inférence des types qui est faite de la même façon qu'on fait pour le disque, etc. Mais après, ce que Odref, donc le créateur de Vecture, fait et sa magie avec Vecture, c'est une autre histoire que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, même si j'ai passé un peu plus de temps sur le début des problèmes. Donc, pour vous dire que si jamais vous vous retrouvez à faire des génériques que vous trimballez derrière, pensez au coût de maintenance, parce que quand vous êtes dedans sur les types, c'est très facile à maintenir, vous avez tout qui est en chaud sur la tête, mais je peux vous assurer que dès que vous revenez, même une semaine, 2 semaines plus tard, après avoir travaillé sur d'autres choses, c'est plus du tout la même chose à gérer, à maintenir, et finalement, il y a d'autres façons de gérer vos API, donc généralement on ne cesse pas de répéter, mais plus ça se rapproche du fonctionnel, plus les types sont faciles à gérer. Et c'est une des leçons du coup qu'on a appris avec ça en Vue. C'est tout. Merci de votre attention. Est-ce qu'on a le temps pour des questions ? Oui. Du coup, il va y avoir les deux API qui vont cohabiter et elles vont être maintenues dans le même repo, à la même vitesse, etc. Ça va être vraiment très séparé. Donc la question c'est est-ce que les deux API vont cohabiter? La réponse est oui, les API cohabitent. Il n'y a pas de remplacement, c'est le même repo. Et aujourd'hui, donc je ne l'ai pas dit, mais il y a un package pour pouvoir utiliser la version de composition qui sera sur Vue 3, mais en Vue 2. Donc bien sûr, il y a des limitations qui sont liées à l'implémentation de Vue 3, et c'est listé sur repo. Mais ça permet aux gens d'expérimenter un peu dessus et de tester l'ergonomie de l'API. Et du coup, celle-ci, par contre, elle habite sur un autre package. Mais sinon, comme j'ai... Sinon, oui, c'est dans le même package, on importe tout de Vue. Ça permet aussi, je ne l'ai pas dit, il y a d'autres avantages, il y a la compression, il y a du tree shaking qui arrive si on fait que ça, mais tu n'es pas censé faire de l'API de composition tout le temps. Ça peut souvent être plus compliqué pour des cas, pour des équipes moins expérimentées notamment. Oui. Je sais pas, tu connais Overmind.js? C'est un state manager pour React, Overmind.js. Ouais. Cerebral, c'est lié à Cerebral? Ouais, en fait, c'est le successeur de Cerebral. Je sais pas si tu allé voir de ce côté-là, parce que je pense qu'ils ont résolu des problématiques similaires, vu que c'est aussi basé sur un gros objet de configuration et que pour le coup, ils
pour la résolution, je pense. Machin. Alors je crois qu'ils ont sorti un peu les trucs de modules parce qu'ils avaient les mêmes problématiques, je pense que là. Mm. Mais du coup, eux, pour le coup, ils exposent une API de merde de modules, donc tu as des overrides Ah. t'as une fonction de merde, genre qui a une dizaine d'overrides avec des trucs un peu violents, machin. Mais du coup, après, ils ont quand même un fonctionnement de base qui marche avec des modules qui se merdent. Mais du coup, au niveau de. Enfin, le package s'appelle Overmind pour répéter la question. Et je crois que c'est pour React, non? Ou même pas, c'est agnostique. Ouais, ça marche pour Et ils ont. React Angular. Okay. Et ils font face aux mêmes problématiques du coup que Vuex et ils ont trouvé des solutions. Alors c'est vrai que j'avais suivi un moment Cerebral, j'ai pas vu Overmind, je sais plus s'ils utilisent Code Sandbox ou pas. Ils sont en train de refactoriser. Après, ça veut dire qu'ils exposent des types pour que tu puisses derrière toi typer tes arguments et ce genre de choses? Ok. Ça dépend pourquoi. En fait, il faut savoir qu'ils ont développé l'API de Overmind avec en tête d'avoir une API TypeScript oui. où tout est qui marche. C'était une des raisons pour laquelle ils ont refait, ils ont fait un nouveau projet plutôt que faire une mise à jour de Cerebral, c'était pour avoir un truc qui soit fait pour TypeScript. Et du coup, d'un point de vue, mais c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, d'un point de vue utilisateur, ça marche un peu tout seul, c'est un peu magique, mais derrière, en maintenant, s'il y a des gros trucs un peu, il y a des types un peu violents. Mais je crois qu'ils l'ont quand même mitigé, il y a des trucs qui marchent pas tout à fait, notamment avec les modules, parce que sinon ça faisait trop de complexité. Pour moi, le truc qui me vient plus à l'esprit, c'est les modules dynamiques. C'est que tu peux pas avoir un typage statique sur les modules dynamiques. Il faut forcément que tu types manuellement certains trucs. Par exemple, si tu fais une action, il y a à certains endroits, il faut forcément que tu passes le type de ton state, par exemple, quand tu as des modules dynamiques. Parce qu'il y a des choses qui sont rajoutées en JS et TypeScript sera incapable de savoir si dans ta méthode le module a été enregistré et l'état est disponible ou pas disponible. Ouais, je regardais tout à l'heure ce qu'ils avaient fait là-dessus. Ils ont un truc qui s'appelle Lazy Module. Et donc tu fais un peu, en gros, tu fous ton module dans une fonction lazy. Tu files ce module-là comme s'il était synchrone, quoi. Et c'est juste que ça le transforme en gros. Le typage qui sort, c'est des optionnels partout, quoi. Donc tu dois vérifier que tes données sont là ton module est là avant d'appeler les trucs, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que du coup, ils arrivent à l'avoir statiquement parce qu'ils sont là dès le début, sauf qu'ils ne sont pas chargés. Moi, du coup, c'est vrai que c'était une des façons de le résoudre, je me souviens. Mais tu avais toujours le cas de pouvoir rajouter un module avec une fonction, et là, c'est là où tu perdais le typage sans avoir une générique manuelle. Mais c'est vrai, tu as raison.